vrai qu'aujourd'hui, je passerai ensuite le mot à notre secrétaire général qui va nous dire aussi quelques paroles. Et donc aujourd'hui, voilà, on a cette chance effectivement d'avoir quelqu'un qui n'est pas un étranger pour moi. C'est jamais facile parce que c'est d'abord mon père, mais en même temps, donc c'est aussi quelqu'un brillant, grand universitaire, et donc qui a accepté de vouloir venir avec nous, de nous parler un petit peu de la résistance, parce que c'est la résistance, parce que c'est le sujet qui nous préoccupe dans la diaspora et dans le combat. Il y a beaucoup de flou à ce sujet-là, on peut dire résistant, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on est là pour ça, on va un peu échanger, on va parler, et puis il va nous parler aussi de ça, peut-être des relations France-Afrique aussi. Donc, on va voir, on va évoluer comme je dis ensemble, mais donc avant de lui donner la parole, je vais quand même donner la parole à notre secrétaire général, de l'ISANA, donc celui qui nous permet de nous réunir ici. Donc voilà, Papa Rollin, à toi la parole. Je vous remercie tous, d'être venus. En fait, l'ISANA, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'organiser des conférences comme celle-ci, des débats, des échanges entre compatriotes congolais sur la situation qui nous préoccupe, tout particulièrement au niveau de la République démocratique du Congo, notre pays, qui se retrouve endeuillé dans les conditions que vous connaissez tous. Et nous voulons conscientiser, mobiliser, informer, sensibiliser les Congolais d'abord, et parce qu'ils sont les premiers concernés, bien entendu, comme je le dis régulièrement, et ensuite la communauté internationale sur tout ce qui est en train de se passer chez nous. Alors bien entendu, nous avons pris comme habitude d'inviter des personnalités, des personnes qui peuvent nous édifier sur ce qui se passe réellement, sur les enjeux géopolitiques, sur l'histoire de notre pays, sur l'histoire de l'Afrique, parce que nous partons du principe qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, un peuple qui n'est pas conscient de son histoire, ne peut pas saisir quels sont les enjeux qui font qu'il est en train de subir certaines situations. Et c'est ce qui arrive tout particulièrement au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous avons besoin, en plus de ce qui se passe réellement chez nous, d'avoir des informations, d'être conscient des réalités géopolitiques. Et nous pensons que c'est à partir de ces deux points, l'histoire de notre pays et les réalités géopolitiques, donc en dehors, tout ce qui se passe en dehors de notre pays, mais qui fait aussi que nous nous retrouvons impliqués dans certaines situations qui font que le monde est en train d'aller dans le sens dans lequel il est, et nous pensons que nous autres, au niveau de la République démocratique du Congo, nous ne devons pas nous considérer comme étant à part de ce monde dont nous faisons partie, et nous avons vraiment obligation de savoir pourquoi les choses se passent telles qu'elles sont en train de se passer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous avons vraiment l'honneur d'avoir deux personnes qui vont nous édifier. Tout d'abord le professeur Michel Culin, que nous allons découvrir et que nous allons présenter aussi bien entendu lors du compte rendu. Les Congolais l'ont déjà découvert lors de l'annonce que nous avons faite sur les réseaux sociaux, et nous voulions vraiment qu'il nous apporte, qu'il nous édifie sur la résistance, comme Claudine vient de l'expliquer. Et ensuite, nous aurons encore un autre invité qui vient d'Haïti. C'est un frère, et vous savez qu'entre Haïti et l'Afrique, et tout particulièrement entre Haïti et la République démocratique du Congo, il y a des liens de fraternité, des liens historiques qui sont très forts, et nous avons invité aussi un frère que vous allez découvrir tout à l'heure, qui va nous édifier aussi à ce sujet-là. Et bien entendu, je pense que ça, Claudine le dira aussi, nous avons pris l'habitude de projeter un film, un documentaire que certains connaissent, d'autres connaissent moins, d'autres encore ne connaissent pas du tout, qui est véritable, qui est vraiment poignant, et qui explique certaines choses aussi au niveau de la République démocratique du Congo qui nous font vraiment très mal, parce qu'il s'agit des crimes organisés en Afrique centrale en général, mais tout particulièrement en République démocratique du Congo.
Mais je remets la parole donc à notre modératrice, Claudine, qui va nous orienter, nous diriger, qui va mener les débats. Nous sommes là pour échanger ensemble. Alors, une chose qui est très importante aussi dans ce que nous faisons, c'est que par la suite, nous relayons ce travail sur les réseaux sociaux. Nous avons actuellement un formidable outil de communication qui s'appelle Internet, qui fait que nous pouvons toucher le monde entier à partir de ce que nous sommes déjà en train de faire. D'autres personnes à travers le monde peuvent aussi savoir ce que nous avons fait. C'est pour ça que nous filmons, nous prenons des photos, parce que par la suite, nous exploitons cela en faisant une très large diffusion au niveau des réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite encore la bienvenue. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails, je laisse cela à notre modératrice. Et je vous dis bon boulot et puis travaillons tous ensemble. Merci. Merci Roland pour ces charmants mots d'introduction. Comme je le disais, sans plus tarder, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole à mon père, monsieur le professeur Michel Culin, qui va donc nous parler dans un premier temps de ce qu'est la résistance. Et par la suite, comme je disais, effectivement, nous aurons un temps d'échange. Donc, à toi la parole. Très bien. C'est un chapitre bien particulier de l'histoire française, mais aussi indirectement de l'histoire africaine, et j'y reviendrai. Et en même temps, j'en profite aussi pour vous dire que je travaille à l'Académie diplomatique de Vienne comme professeur de sciences politiques et je m'occupe particulièrement, entre autres, dans mes cours, dans mes séminaires de l'Afrique. Et mon séminaire à l'Académie diplomatique de Vienne, qui est destiné à former des diplomates, mais aussi à expliquer un peu ce qu'est l'Afrique contemporaine, s'appelle « Les soleils des indépendances », le titre d'un célèbre roman que vous connaissez tous, également donc de Kurumba. Alors, je dois vous dire aussi que je m'occupe également à Berlin, je travaille aussi à Berlin, quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécial, qui est une université populaire africaine. Ça existe, c'est des choses qui existent un peu comme ça en Allemagne, c'est-à-dire que le Africa House de Berlin est un petit centre d'échange, de travail, de réflexion sur l'Afrique. Donc tout ça, encore une fois, pour revenir maintenant au sujet de la résistance, et nous aurons l'occasion de revenir bien entendu sur tout ce qui concerne aussi l'Afrique et cette période de la résistance française. Si nous parlons de la résistance en France, nous devons surtout signaler, ou en tout cas faire comprendre que cette histoire de la France résistante a différents moments et concerne bien entendu et surtout la Deuxième Guerre mondiale, avec son déclenchement en 1939 et finalement l'action immédiate, presque immédiate, dès le début du général de Gaulle à Londres, et bien entendu avec les différents mouvements de résistance de ce qu'on appelait la résistance intérieure qui se sont constitués en France dès 1939, dès 1940 surtout. Et je crois qu'il est important peut-être de rappeler ces dates parce que, vous le savez, 1939 c'est le déclenchement de cette Deuxième Guerre mondiale et 1940 c'est ce qui s'appelle l'armistice, c'est-à-dire cette politique ou cette action que le dirigeant français de l'époque à Paris, qui s'appelait Philippe Pétain, a voulu mettre en place pour stopper toute velléité de continuer la guerre avec les Allemands. Et il y avait un général qui, lui, était à Londres et qui, finalement, a dit, donc dès 1940, non,
pas de paix avec l'occupant allemand. Nous devons continuer la guerre et nous devons marquer l'idée de la résistance. Et je crois que c'est très important de souligner ce point de vue parce que à cette époque-là, beaucoup de Français disaient « mais bon, à quoi bon finalement, c'est la guerre, bon, il vaut mieux faire la paix, s'entendre avec les Allemands ». Et c'est ce qu'on a appelé ensuite la collaboration, c'est-à-dire ces Français qui ont accepté l'ordre nazi, l'ordre allemand, et qui donc ont dit, bon ben voilà, les Allemands occupent la France, tant pis, les Allemands exigent qu'on livre les Juifs, oui, faisons-le, etc. Et dans cet enchaînement, si vous voulez, de décisions, de politique a été, grosso modo, l'explication de cette collaboration entre le pouvoir politique en France à l'époque et finalement l'occupant nazi. Et alors, il y avait effectivement à Londres donc un homme un peu seul, mais il n'est pas resté seul quand même longtemps malgré tout, parce que petit à petit il a été rejoint par un certain nombre de Français qui sont venus soit à Londres ou étaient en émigration, et puis aussi des Français, mais aussi des Africains en Afrique même. Et je dirais simplement, parce que je ne vais pas rentrer ici, si vous voulez, dans les détails, mais sachez que Brazzaville, évidemment, a joué toujours un rôle important dans cette histoire française, parce que c'est là que le général de Gaulle, finalement, a pu s'appuyer aussi dans sa résistance sur les Africains de l'ensemble, si vous voulez, du continent, mais particulièrement à Brazzaville, avec, si vous voulez, une déclaration qui définissait, si vous voulez, la résistance. Et alors, je crois que c'est important de rappeler ce rôle et en même temps de dire que en France, c'était évidemment une minorité qui appelait à la résistance dès 1940. Elle était surtout constituée, politiquement parlant, à la fois de gens qui étaient liés à De Gaulle, si vous voulez, dans la tradition un peu nationale française, pas nationaliste, mais la conscience nationale, le rôle de la France dans le monde, etc. Et par ailleurs, par, disons, des militants politiques, surtout de gauche, et liés au Parti communiste français, et lequel Parti communiste n'a pas toujours été résistant, il faut bien le dire, puisque avec l'accord entre Staline et Hitler, le pacte de non-agression en 1939, quand on était communiste, il valait mieux dire « oui, mais la guerre, c'est pas notre affaire ». Et puis, finalement, après 1941, il y a eu quand même un fort engagement des communistes français dans la résistance. Donc, ce qu'il convient de retenir, c'est que cette résistance avait en quelque sorte deux moteurs, celui de l'exil, si vous voulez, de Londres, et celui intérieur lié finalement à l'engagement communiste. Bien sûr, il y avait d'autres partis qui se sont engagés dans la résistance aussi, à gauche, une partie seulement du Parti socialiste, à droite, évidemment, des mouvements chrétiens divers, etc., qui ont dit non, nous ne pouvons pas accepter ce régime de Vichy, parce que ce gouvernement du maréchal Pétain s'était replié sur une petite ville du Massif central qui s'appelait Vichy, aujourd'hui une ville de cure, mais qui a eu cette tradition d'être la capitale de la France qui collabore avec l'Allemagne nazie. Donc, je crois qu'il est important, si vous voulez, de retenir cette double dimension, à la fois résistance extérieure à Londres et qui
dimension internationale. Il faut bien le dire, quelles que soient les remarques que l'on peut faire sur De Gaulle, etc., le regard critique qu'on peut porter, il est resté celui qui, finalement, a marqué, en quelque sorte, la France dans sa volonté de ne pas travailler, de ne pas coopérer avec l'Allemagne nazie et surtout de soutenir tous ceux qui luttaient contre l'Allemagne nazie. Et en France, même s'il y a eu encore une fois des divergences et des problèmes à gauche, il faut bien dire que la gauche a surtout été finalement une force motrice aussi pour cette résistance. Alors, comment ensuite, quels sont les différents événements qui vont structurer, si vous voulez, ce combat pour la résistance? Eh bien, ce sont les maquis qui vont être formés dans la France, notamment du centre et du Midi, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le Massif central. Bon, il y en aura aussi un peu dans le nord, mais c'est surtout dans ces régions. Et ces maquis, eh bien, ce sont des groupes armés qui se retirent un peu dans les montagnes parce que c'est là qu'au fond, ils sont moins soumis en quelque sorte au contrôle des Allemands. Et ce sont ces maquis qui vont ensuite constituer ce qu'on a appelé les forces françaises intérieures, FFI, qui vont ensuite lutter à droite à gauche, je veux dire au sens géographique, dans différentes régions, pour à la fois montrer que les Français n'acceptent pas l'occupation et pour diffuser aussi pas mal de tracts, de publications, etc. Sur toute cette question de la Deuxième Guerre mondiale. Qui avait été un petit peu oubliée finalement par rapport à comment dirais-je, à sa tradition d'égalité, de liberté et de fraternité, c'est-à-dire aussi en même temps, et je suis aussi critique vis-à-vis de ça, des paroles qui quelquefois, et pas seulement quelquefois, qui ont été aussi largement oubliées dès lors qu'il y avait la colonisation. C'est-à-dire, je ne voudrais pas ici vous donner l'impression que la France républicaine qui a lutté contre l'occupation allemande est vierge de toute, comment dirais-je, pesanteur liée au fond à l'esprit colonial et à la colonisation. Mais en même temps, et ça permet aussi de comprendre beaucoup de contradictions, ne pas oublier non plus que la résistance intérieure a comporté des Africains qui se sont engagés dans les maquis, et ne pas oublier, bien entendu, le rôle du général de Gaulle en Afrique, et en même temps un rôle comment dirais-je, qu'il faut voir avec beaucoup de nuances. C'est-à-dire, effectivement, l'empire colonial était une réalité, et donc il ne s'agit pas de transformer, de magnifier, si vous voulez, mais en même temps, l'idée que l'Afrique devait contribuer, et ce qu'on appelait les colonies, à la libération de l'Europe, c'était aussi quelque chose de très important. Et les générations qui ont marqué, si vous voulez, les mouvements de décolonisation. Et on voit aussi que les idées de la France résistante sont passées aussi dans cette période, en partie, pas forcément globalement, mais ont donné aussi un sens aux résistances africaines à cette époque. Et je crois que c'est quelque chose, moi qui travaille aussi un peu sur la mémoire de toutes ces générations, de toutes ces années, c'est un petit peu quelque chose qu'on a aujourd'hui un peu oublié, si vous voulez. C'est-à-dire que le travail de mémoire est important, non pas
pour dire regardez, la France était merveilleuse et finalement elle a été le pays qui a permis la libération de l'Europe, et on ne parle pas du tout du rôle qu'ont joué les Africains, c'est simplement pour la mise en valeur de l'Europe, mais on oublie aussi finalement ce que ça a pu apporter comme réflexion africaine justement sur les mouvements de libération et sur le rôle que finalement ces mouvements ont pu avoir ensuite par la suite. Ce qu'il est important de dire, avec toutes les contradictions bien sûr qui les marquent, c'est que des intellectuels, des écrivains africains ont aussi été, comment dirais-je, marqués par cette période, même si on peut aujourd'hui avec le recul dire oui, bon, qu'est-ce qu'ils ont apporté, est-ce qu'ils ont entretenu finalement, malgré tout indirectement, le pouvoir colonial, est-ce qu'ils ont été véritables mineurs que je fais à Vienne, ce n'est pas le titre d'un roman de Senghor ou d'autres gens, mais j'ai préféré que ce soit Nkrumah qui soit un petit peu le père spirituel de ce que je veux dire sur l'Afrique. Voilà. Merci. Avant qu'on puisse peut-être engager le débat, peut-être axer un petit peu, revenir à l'Afrique. Et donc, tu parlais de l'importance aussi quand même que les Africains ont joué dans la résistance. Si tu pouvais peut-être nous développer un peu cet aspect-là, nous en dire un peu plus. Alors, d'abord, ce qui est clair, c'est que finalement, dans les forces gaullistes en Afrique, à partir de 1943, et disons après Brazzaville, enfin après la conférence de Brazzaville, il est clair que les Africains ont été des libérateurs de l'Europe. C'est-à-dire qu'on constituait un chiffre en plusieurs dizaines de milliers, voire jusqu'à, si vous voulez, oui, presque plusieurs millions, on pourrait presque dire, si on compte si vous voulez, toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois, hein, ça c'est, je veux dire, je donne ces chiffres, ont été véritablement des éléments importants de la libération de la France de l'occupant nazi. Ça, c'est le premier point. D'où venons-nous? Enfin, ils savaient très bien d'où ils venaient, mais en même temps, une prise de conscience aussi de l'importance de l'identité africaine. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier finalement lorsqu'on parle justement des rapports entre la France et l'Afrique. Alors bien sûr, il y a eu dans la politique française, hélas après 1945, rapidement l'oubli de ces soldats africains, et après tout, l'Afrique c'était un continent qu'il fallait soumettre, qu'il fallait conquérir, parce que les hommes et les femmes de ce continent étaient par rapport à nous, Français, des êtres humains, oui, limités, si je puis dire, à la fois dans leur évolution personnelle, dans leur situation, et, disons, la mentalité colonialiste s'est développée et s'est renforcée, surtout, et on a oublié complètement le rôle de ces soldats africains dans la libération de l'Afrique. Et ça m'a beaucoup frappé lorsque on parle du général de Gaulle avec des Africains. Quand je vais à Vienne, j'ai des étudiants africains, oui, on sait vaguement que c'est un personnage lié à l'histoire française, mais il était à Londres. Et je dis, oui, mais Brazzaville, ça vous dit rien? Et donc, c'est vrai qu'on oublie aussi la dimension africaine, enfin, disons, la dimension de regard sur l'Afrique du personnage qui est quelquefois
limité uniquement à un vieux nationaliste. Alors, il est vrai que lorsqu'il revient au pouvoir dans les années 60, quelle conception a-t-il? Alors, à la fois, il dit donner lieu évidemment à toutes les sinistres histoires que vous connaissez de l'histoire africaine depuis les indépendances. Justement, à ce sujet, je voudrais te poser en fait deux questions. D'abord parce que nous sommes ici, en tant que Congolais, dans un combat aussi de résistance. Nous parlons beaucoup de la résistance face à ce qui se passe en ce moment au Congo. Alors, justement, ma première question concernerait cet esprit de la résistance. Parce que, bon, comme je le dis, il y a beaucoup de confusion à ce sujet. On se proclame résistant très vite, très facilement. Quel était cet esprit de la résistance? En quoi consiste-t-il, justement, cet esprit de la résistance? Ça serait ma première question. Et ma deuxième question, justement, pour revenir vers donc, la France-Afrique dont tu parlais, donc de cette politique franco-africaine, il y a eu, il me semble, dans les années 80, une tentative d'infléchir cette politique France-Afrique, disons, j'allais dire les dérives de cette France-Afrique, avec des personnages comme Jean Audibert ou Jean-Pierre Cotze. Donc si on pouvait peut-être, tu pourrais nous en parler juste après, mais restons d'abord sur cette première question. L'esprit de la résistance, c'est quoi? Alors, l'esprit de la résistance, c'était lié à une conception de la République. Et finalement, le fait que les Allemands, surtout, et puis aussi, disons, le fascisme italien, etc., avaient, lorsqu'ils avaient pris le pouvoir, détruit la conception républicaine qui était finalement à la base, en quelque sorte, de tout le système politique français. C'est-à-dire qu'au fond, la résistance française avait comme objectif rétablir, si possible, la République qui avait été détruite en 1940. Et rétablir la République, ça voulait dire, premièrement, les droits de l'homme, ça voulait dire la liberté, ça voulait dire l'égalité, la fraternité, et faire en sorte qu'il y ait des régimes véritablement où l'expression populaire, où la volonté populaire puisse s'exprimer, s'incarner dans les institutions, parlement, élections, etc. Enfin, retrouver véritablement la base, si vous voulez, de cette République française, née de la Révolution française, comme vous le savez, et en même temps, quelquefois oubliée, parce qu'on a eu des régimes, je n'ai pas besoin d'évoquer ça, qui se sont appelés de la période napoléonienne, etc., jusqu'au XXe siècle, qui ont fait que la République avait été sérieusement oubliée. Donc, ça voulait dire, encore une fois, à l'époque, rétablir l'esprit républicain. Donc, si je comprends bien, pour terminer sur ce sujet de l'esprit de la résistance, quand on s'engageait en résistance, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que les gens qui réellement sont entrés, donc les fameux résistants, se sont engagés avec vraiment donc, cet esprit que tu viens de nous décrire, mais aussi avec cette idée, je donne ma vie, je suis prêt à mourir pour cette idée? Alors, ça c'est vrai. Mais pas pour n'importe quelle idée. C'est-à-dire que le problème de cette formule, mourir pour les idées, pouvait parfaitement s'appliquer à la période du côté allemand nazi. C'est-à-dire qu'on a, dans la Deuxième Guerre mondiale, dit oui, nos hommes mourront pour les idées du Führer, etc. Alors que chez les Français, c'était mourir pour la République. C'est-à-dire que la République était vraiment la base fondamentale qui permettait l'engagement, qui permettait le sacrifice de sa propre vie. D'accord. Alors maintenant, pour justement revenir un petit peu, on va sauter, j'allais dire, quelques années, pour revenir donc à cette relation France-Afrique que tu évoquais, donc les dérives de cette relation, donc avec notamment, nous savons bien, le cabinet Focard et tout ce qui s'en est suivi. Jean-Pierre Cotze et Jean Audibert, qui apparemment voulaient faire les choses autrement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu changer? Quel est cet aspect qu'ils voulaient apporter? Alors, ils sont partis d'abord, et là je serais moins historien que quelqu'un qui a connu ces hommes et qui peut vous en parler à la fois à
travers leur mémoire et ce qu'ils ont représenté, ils avaient lu Nkrumah. Et ils avaient compris que on ne peut parler de l'Afrique que dans une perspective totalement d'indépendance et de partenaires totalement indépendants. C'est-à-dire que finalement, ça ne sert à rien de dire oui, mais ceux-là qui sont de l'Afrique de l'Ouest, ils ont une tradition française, ceux-là qui sont de l'Afrique centrale, etc. Non, il faut considérer le continent africain comme un continent tout à fait, mais vraiment autonome, à la fois dans sa vie propre, dans sa culture, dans ses traditions, et il faut le comprendre et le respecter ainsi. Et alors, comment dirais-je, leur politique, c'était de dire si nous, les Français, nous agissons en Afrique, où nous avons une présence en Afrique, il ne faut absolument pas dire, voilà, c'est la France qui détermine finalement la politique d'identité de ces pays, etc. C'est-à-dire, dans les pays d'expression francophone, il n'y a aucune raison de dire c'est la France qui doit finalement marquer le coup, qui doit imprimer son orientation, parce qu'on sait très bien, et c'était la position notamment de Jean Audibert, on sait très bien que les cultures africaines sont des cultures mixtes, à la fois à travers toutes les traditions qui ont marqué les pays, les peuples, etc. Et donc, ce qu'il faut, disaient les gens comme Audibert, comme Jean-Pierre Cotte, c'est faire en sorte que les pays africains affirment leur identité culturelle d'expression francophone, d'accord ? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres parties du continent qui ont d'autres traditions linguistiques, culturelles, etc. Mais surtout, mettre en valeur leur créativité et ce qu'ils... Ces éclaircissements. Alors, comme on a dit que nous sommes ici d'Isanga, et qu'à l'Isanga, on fait les choses autrement, et qu'on est venu pour échanger, donc je me propose maintenant d'échanger. C'est-à-dire, bon, on a entendu ce que tu nous as partagé, ce n'est qu'une petite partie, c'est quelques notions. Maintenant, ben voilà, j'allais dire, le débat est ouvert. Si quelqu'un donc a quelque chose à ajouter, ou peut-être une question, un commentaire, libre à vous. Donc je vous envoie la parole. Oui, Willy. Oui. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour tout ce que vous avez dit. Bon, ce ne serait pas une très grande chose, seulement dans l'exposé que vous avez suivi à propos de la résistance, parce que l'élément se repose sur la résistance. Ma compréhension est celle de comprendre, est-ce que la résistance n'avait comme idée l'éthique de reconnaître la République, les valeurs de la République, ou c'était aussi l'occupation allemande dans le sens militaire, c'est-à-dire récupérer la France ou l'Europe par l'occupation des armées étrangères qui avaient envahi la France en ce sens-là. Parce qu'en comparaison de ce qui se passe quasiment au Congo, nous avons dans une partie de l'Est du pays que nous estimons être occupée par une certaine puissance et multinationale. Donc, puisque nous sommes dans le cadre de la résistance, ma question était, est-ce que la résistance n'avait pour objet que les valeurs républicaines ou aussi les valeurs militaires? Voilà, alors, je vous remercie de votre question qui est effectivement une question essentielle pour comprendre, si vous voulez, cette résistance. À la fois, si vous voulez, les Français et toute l'histoire politique française, surtout à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, montrent, ont lié la notion de république et de nation. Et en même temps, si vous voulez, les deux éléments sont toujours étroitement liés. Pourquoi est-on et comment est-on français?
parce qu'on est républicain, parce qu'il y a cette tradition républicaine à laquelle on tient beaucoup. Et en définitive, si vous voulez, les deux éléments ne peuvent être dissociés. C'est ce qu'on conçoit, c'est ce qu'on voit, sauf, bien entendu, chez des responsables politiques qui vont dire oui, mais ils sont très minoritaires, mais au fond, la France, la République, c'est pas forcément le bon régime. Et puis, il y a en France tellement de populations dites immigrées que, en définitive, le profond de la France, le noyau dur, disparaît. Et vous savez, c'est un petit peu comment dirais-je, la position du Front National et de l'extrême droite en disant, au fond, oui, l'identité de notre pays se perd parce qu'il y a trop d'étrangers. Bon, et alors, pour revenir à votre question précise, c'est que, si vous voulez, la France, c'est la République, mais c'est aussi la nation avec une mémoire historique, enfin avec une tradition d'histoire, et surtout une nation née de la Révolution française. Alors, il y a là-dessus quelquefois une discussion, il y a ceux qui disent oui mais la France a existé bien avant la Révolution, sauf que si on remonte un peu avant la Révolution, on va trouver beaucoup d'éléments de l'histoire française qui sont liés à l'histoire allemande, qui sont liés à l'histoire belge, qui sont liés, etc., avec les rois qui ont changé, qui ont eu des familles mixtes, ou en tout cas venues de ces différents pays. Et la République est simplement le moment où, brusquement, il y a eu, comment dirais-je, la possibilité de définir, si vous voulez, le peuple français et de lui donner, en quelque sorte, une articulation politique. Et donc, je dirais, pour répondre, que la République, vous avez tout à fait raison, n'est pas tout, n'est pas le seul élément. La nation est aussi un élément très important. Mais en même temps, cette nation, à la différence des autres conceptions de la nation qui ont eu lieu en Europe et qui ont justifié aussi le racisme, la nation ne peut être que républicaine, ne peut être que marquée par la tradition républicaine. Et c'est parce que nous avons eu aussi, et rappelez-vous dans l'histoire du colonialisme, des dirigeants politiques, surtout d'extrême droite et de droite, qui disaient bon, la France c'est un peuple, une race prédominante, et au fond, oui, avec les Africains là, regardez ces gens, ces sous-hommes, ces gens de seconde catégorie, enfin, de toute façon, c'est nous qui sommes, disons, la race dominante. Hein. Et il est évident que cette conception a pu marquer un certain temps, mais la nation, c'est aussi un élément important et constitutif dès lors qu'elle est liée aux valeurs républicaines.